Bienvenue dans cette émission. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Journée qui aura une saveur particulière en France, puisque c'est ce 8 mars que sera pressée officiellement la réforme constitutionnelle qui introduit le droit à l'IVG dans la Constitution. On va parler évidemment de cette réforme constitutionnelle, du droit des femmes. On parlera aussi de la situation en Ukraine, des élections européennes avec trois invités remarquables. Nathalie Apozierev, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes députée Renaissance de la 6e circonscription des Yvelines. Et voilà, on va parler de ce qui s'est passé lundi, mais aussi des élections européennes qui arrivent aussi, qui sont très importantes. Armelle de Brachopard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques. Vous êtes la première femme à avoir obtenu ce diplôme, dont on dit que c'est le plus dur du diplôme universitaire, enfin des agrégations d'université. Avec des leçons de 24 heures. Oui, c'est ça, oui, c'était, voilà. On s'enferme et puis on prépare pendant 24 heures et après, voilà, il faut... Oui, c'est tout un concours très, très complexe. Vous êtes aussi spécialiste justement du droit des femmes, si je peux dire. Vous avez consacré beaucoup de livres à la sorcellerie, notamment, parce que c'est très intéressant le portrait qu'on faisait des femmes, et puis aussi des femmes aux femmes et à la politique. Donc on va parler de ça avec vous. Et puis Béatrice Jérôme, bonjour. Véronique Jérôme. Véronique Jérôme, oui. Béatrice Jérôme. Je suis anonyme. Absolument. Vous avez une anonyme qui est journaliste au Monde, je crois. Et que je connais bien aussi. Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à toutes. Vous êtes maître de conférence à Paris-Saclay, vous êtes polito-économiste, et puis avec votre mari Bruno Jérôme, vous avez mis au point un site qui s'appelle Electroscope. Électionscope. Visiblement, je vais y arriver quand même. Et alors, ça, c'est absolument formidable. Je ne sais pas si vous le connaissez, Natalia, mais avec ce site, vous aviez prévu, mais bien avant les sondages, à la virgule près, le résultat des élections présidentielles. Alors, ce n'est pas des sondages, hein, c'est des modèles. Et puis, la majorité aussi relative... pour les dernières législatives. Alors, on parlera peut-être des européennes, mais que là vous n'êtes pas encore... non, on n'est pas encore affûté parce que c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas une élection, il y en a plusieurs en même temps. Donc, Alors, on va commencer en parlant du sujet du droit des femmes, avec ce 8 mars, qui est peut-être un 8 mars qui n'est pas comme les autres. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Armelle de Brachopard, on ne connaît pas très très bien l'origine de cette journée-ci. Ah si, ça monte aux États-Unis que c'est parti. C'est aux États-Unis, hein, oui, d'accord. Oui, parce qu'il y en a qui disent aussi il y a eu une manifestation, une grève en Russie. Oui, absolument. Oui, c'est ça, oui. Et en tout cas, c'est adopté, je crois, depuis 1977. Ouais. Et c'est évidemment une journée qui est consacrée aux droits des femmes. Je dis ça parce que j'ai vu des publicités, par exemple, de bijoutiers qui fêtaient le 8 mars. Enfin, il y a un détournement commercial un peu, tout à fait, oui. un peu de cette journée. D'une façon générale, est-ce que c'est important qu'il y ait une journée qui soit consacrée aux droits des femmes? Moi, je dirais que ce devrait être tous les jours la journée des femmes. Absolument. Mais en même temps, ça permet de faire un bilan des droits qui ont été gagnés, conquis de haute lutte souvent, depuis le début, je veux dire, des luttes féministes, et aussi récemment. Et on voit quand même qu'il y a des progressions. Et puis de mettre en perspective ce qui reste à conquérir, justement. Absolument. On voit quand même sur l'égalité salariale, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, il y a des études un peu contradictoires, mais il y a une étude qui montre qu'on est, je crois, 21 sur 27 en Europe, ce qui est assez mal classé. Alors moi j'ai vu une autre étude, qui est publiée par The Economist, oui, et qui place la France en 5e position par rapport aux femmes, leur position par rapport au travail dans l'entreprise, et qui nous classe juste après donc les 4 premiers pays, Islande, Finlande, Suède, Norvège. Et qui considère donc qu'il y a des progrès qui ont été faits, notamment je pense que c'est par rapport, vous savez, à cette loi importante
qui consacre les 40% de femmes dans les conseils d'administration et que notre majorité a prolongé avec la présence des femmes dans les comités exécutifs aussi des entreprises. Et ça marche plutôt bien. Après, sur les salaires, il y a en effet des études un peu différentes. À ce sujet, c'est Christine Lagarde, je crois, qui disait, cette fameuse loi Copé-Zimmermann, je pense que c'est... Copé-Zimmermann, elle ne s'applique pas nécessairement, il y a des cas où elle ne s'applique pas, et quand elle ne s'applique pas, on n'a pas de femmes, elle dit on a des excuses. En fait, c'est encore compliqué d'avoir naturellement des femmes dans des positions. On a plutôt tendance, et si je prends des exemples de la vie courante, alors c'est pas systématique, mais parfois on a l'impression qu'on sollicite la femme parce qu'on a besoin de régler la parité et pas parce qu'on va chercher une compétence ou quelqu'un. Et c'est vrai que là, je pense que dans la démarche vis-à-vis des femmes, les progrès seraient d'aller chercher d'abord les compétences. Et c'est pour ça que parfois, il me semble que cette forme de discrimination positive, même si le terme est un peu fort, peut aller contre la cause qu'il sert. Au sens en même temps, on va obliger à chercher des femmes. Ça vous contredire, mais par exemple, en politique, ça a plutôt bien marché. Oui, mais encore, on va pas sur femme-mère, façon le même raisonnement, absolument. Et je comme trouvais si que toutes les femmes étaient incompétentes. Absolument. Et Sylviane Agansky avait cette réponse, d'ailleurs, que je trouve tout à fait forte, qui est de dire, mais c'est le seul cas, parce qu'on disait, mais alors pourquoi les femmes et pourquoi pas, je sais pas, des gens qui viennent de l'immigration, ou des choses comme ça. Et elle avait cette réponse formidable, c'est le seul cas où on est 50-50, quoi, en gros. Voilà. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de discrimination. Il y a même peut-être un peu plus de femmes dans l'humanité, je crois. Pardon ? Il y a peut-être un peu plus de femmes que d'hommes dans l'humanité, il me semble. Oui, un peu plus, oui, c'est 52, oui. Enfin, bon, en gros, la moitié c'est de la moitié. Oui, non. Mais c'est vrai que je trouvais que cette réponse réglait le problème pour moi. Mais... Oui, non, mais il faut forcer les choses parfois. Donc, moi, je ne suis pas contre la politique de quota et je revendique d'être une femme quota parce qu'en 2017, lorsque Emmanuel Macron, dans sa campagne, a dit « je veux 50% de femmes éligibles, en position éligible », on a permis de faire rentrer un grand nombre de femmes et de faire passer la représentation féminine à l'Assemblée nationale de 25% à 38%. Et donc, voilà, c'est en forçant les choses, c'est par une volonté politique. Donc, je crois que c'est comme ça que... parfois, il faut forcer le sort, quoi, parce que sinon on n'y arrive pas. Sinon, je pense qu'on serait toujours dans la même situation qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est vrai que c'est une lutte constante, cette présence des femmes en politique. Hein. Oui, c'est constante et récente. Et récente, hein, puisque... le droit de vote date de 1944, appliqué pour la première fois au municipal de 1945. Mais par ailleurs, ça n'a pas entraîné, droit de vote, c'est droit d'éligibilité, ça n'a pas entraîné automatiquement l'éligibilité. Donc il a fallu remettre l'accent sur la possibilité de rendre les femmes éligibles. Ouais. Et même sous la Ve République, quand on est arrivé au scrutin uninominal, il y a une baisse du nombre de femmes au début qui étaient à l'Assemblée par rapport à la Quatrième République, où c'était plus la proportionnelle d'ailleurs. Hein. Dès la fin de la Quatrième République. Ouais. Et ça, pas simplement... à l'Assemblée nationale ou au Conseil de la République de l'époque, mais y compris ça se déclinait au niveau local, jusque dans les conseils municipaux. C'est pour ça que moi, je pense qu'à un moment, c'est vrai qu'il faut une décision politique, une volonté politique pour ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait le compte, mais dans les Yvelines, il me semble que vous êtes plus de femmes députées. Absolument, et c'était ça l'objectif. On était dans un territoire qui pouvait voter pour nous, en fait, pour la majorité. Et donc, décision de mettre beaucoup de femmes en position éligible. Et puis, on voit en plus le parcours qu'ont fait mes collègues. Et la première présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Et puis, deux ministres. Nous avons deux ministres. Gérard Berger et Marie Lebecq. Donc... Oui. Alors, je disais peut-être une saveur particulière pour cette journée des femmes, puisque c'est aujourd'hui que c'est scellé la réforme constitutionnelle qui a été votée par le Congrès lundi dernier. Alors,
On va revenir. Voici ce que dit le texte. C'est peut-être intéressant de voir ce que dit exactement le texte. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Alors, liberté garantie. Il y a eu une autre mouture du texte qui parlait de droit. C'est pas tout à fait pareil, liberté garantie et droit, ou c'est la même chose? Alors certains assimilent, à mon avis abusivement, droit et liberté. Droit, ça serait en quelque sorte un droit créance, c'est-à-dire que en donnant ce droit à l'IVG, il faudrait prévoir effectivement voilà. Puisse y avoir, tandis que là, recours. comme c'est dans l'article 34 de la Constitution, cette liberté est renvoyée pour sa mise en œuvre à la loi. D'accord. Sinon, ce serait un droit opposable. Voilà. Et un droit opposable, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une réclamation d'une femme qui serait enceinte de plusieurs, au-delà des 14 semaines. Et donc là, il faut s'en référer, comme vous le disiez, madame, à la loi. Et la loi, aujourd'hui, le délai d'IVG est fixé à 14 semaines. C'est un exemple. Et oui, ce droit opposable, alors, il y a cette liberté de conscience des médecins, qui est d'ailleurs contestée, parce qu'il y a des gens qui disent, attendez, liberté de conscience, ça veut dire qu'on n'applique pas la loi. Après tout, tout le monde est obligé d'appliquer la loi. Alors, cette liberté de conscience, un certain nombre de personnes voulaient la mettre à l'intérieur même de la loi constitutionnelle, ce qui aurait été effectivement très grave. Alors ça n'a pas été le cas, mais ça reste le cas au niveau de la loi, individuel. Pour les médecins et puis certaines aides-soignantes, certaines infirmières qui pratiquent... mais qu'est-ce que vous en pensez sur le fond? C'était intéressant, j'ai entendu des gens qui disaient, mais on ne voit pas pourquoi, il y a une liberté de conscience. Et il y avait par exemple, François Hollande l'avait proposé au moment du mariage pour tous, pour les mères, liberté de conscience. Si vous ne voulez pas marier les couples homosexuels, par exemple, il leur avait dit que vous pouvez le faire. Et puis après, ça a disparu. C'est vrai que la liberté de conscience, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire que ça permet à des gens de ne pas appliquer la loi, quoi. C'est intéressant que vous passiez la relation avec le mariage pour tous, parce qu'on est en fait dans la même problématique, c'est que d'une façon sous-jacente, on conteste certains bien sûr, contestent encore... L'application de la loi, au fond. Pas simplement l'application, le principe même de l'IVG. Et c'est ça qu'avec la constitutionnalisation, qui a permis de montrer que finalement il y avait un très très large consensus. Alors, vous l'avez dit, c'est un combat qui a été mené par un certain nombre de femmes, dans votre camp, par Aurore Berger notamment. Et je propose qu'on l'écoute, sa réaction après le vote par le Congrès. Il y a toujours des gens qui menacent l'IVG, vous savez, c'est justement contre eux aussi qu'on agit concrètement aujourd'hui, parce qu'il y a ceux qui attaquent des centres de planning familiaux, il y a ceux qui attaquent des centres d'IVG, il y a ceux qui, sur les réseaux sociaux ou en ligne, essayent de culpabiliser les femmes, de les décourager, de les désinciter, comme si elles continuaient à être criminelles en ayant recours tout simplement à ce qui est un droit, une liberté fondamentale. Et puis à l'enjeu évidemment de préserver l'accès, la question de la santé, l'accès aux soins. Sur ce que j'ai dit, on préserve ce droit pour maintenant et surtout pour l'avenir. Et notre responsabilité, c'est d'en garantir l'effectivité partout en France. Oui, une victoire des femmes. Oui, alors d'abord, c'est un beau combat qu'a mené Aurore Berger, puisque c'est parti d'un projet de loi depuis 2022. Et l'idée, c'est qu'il faut avoir un droit non seulement formel, mais un droit réel. Et donc, je trouve que là, la France aussi montre le chemin aux autres pays. C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, nous avons l'intention de proposer des dispositions analogues au niveau européen. Alors, vous avez raison de le dire, c'est partie de proposition de loi, c'est partie du Parlement, au fond. Tout à fait. Et Marie Lebec, votre collègue qui est ministre des Relations avec le Parlement, le souligne aussi. C'est au fond un combat qui a été porté par la majorité présidentielle, par le président de la République depuis près d'un an et demi, d'abord à travers de propositions de loi, puis d'un projet de loi constitutionnel. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long chemin qui permet de trouver un équilibre entre les deux chambres. Enfin, c'est un beau moment de vie parlementaire.
Oui, c'est un aboutissement. Elle a raison d'employer ce mot. C'est au fond l'aboutissement du combat de Simone Veil. Non, on pourrait dire ça. Moi, je trouve que plus que tous les débats qui auront eu lieu, est-ce que ça doit être dans la Constitution ou est-ce que c'est un droit à une liberté, etc. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est cette journée du 4 mars, c'est-à-dire le consensus énorme qui s'est produit. Quand on part de la loi Veil, mais avant le combat des féministes... Quand on se souvient des débats en 75... Et des injures, qu'elle a subies, des difficultés qui ont suivi, on se dit, mais c'est extraordinaire que ça ait passé, je ne dirais pas comme une lettre à la poste, mais tout de même relativement facilement. Et puis l'autre, ce consensus s'est marqué aussi dans la manifestation qui a eu lieu au Trocadéro, enfin le rassemblement qui a eu lieu au Trocadéro. Le jour même du vote. Ça faisait plaisir de voir un rassemblement qui ne soit pas fait après un drame comme après Charlie, ce qui est passé à Charlie Hebdo, etc. Et qui montre aussi le pacifisme des femmes. Donc là, on a quelque chose qui est véritablement acquis. Je ne pense pas que ça puisse être remis en question dans les temps qui viennent. Ça peut être remis en question, mais même si c'est dans la Constitution, ça peut aussi être remis en question. Mais plus compliqué, parce qu'on l'a vu, il faut vote par les deux assemblées. Alors après, on peut avoir un pouvoir qui ne soit pas démocratique. Il peut y avoir ça aussi, mais si on respecte les lois démocratiques, c'est évidemment beaucoup plus difficile de changer la Constitution que de changer une loi. Il y a une chose intéressante, vous le soulignez d'ailleurs, c'est passé, parce que la majorité de vote est absolument énorme, et pourtant, quand ça a été discuté devant le Sénat, Gérard Larcher, président du Sénat, Bruno Retailleau, président du premier groupe représenté au Sénat, Philippe Bas, etc., était défavorable à cette réforme. Alors, on a eu quelques commentaires juste avant le vote de sénateurs disant moi, j'étais pas favorable a priori, mais ma famille, mon entourage, ma femme, mes filles m'ont convaincu. Je crois que ce qui se passe aux États-Unis est tout à fait éclairant, qu'il y a un risque, il y a un danger de remise en cause. Ça, c'est le principal exemple, c'est quand même ce qui nous vient d'outre-Atlantique. Et puis, peut-être un petit élément déclencheur avec cette présentation malheureuse sur CNews, je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'avortement dans les causes de mortalité. Voilà, première cause de mortalité, l'avortement. Et je crois que ça a créé un choc en se disant non, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé visiblement dans l'esprit de certains. Et donc c'était le moment opportun pour constitutionnaliser. Ça serait peut-être pas passé comme ça il y a quelques années. Et là, il y avait vraiment une fenêtre d'opportunité pour dire non, la situation est telle que les menaces planent et que nous sommes à la hauteur, effectivement, du combat de Simone Veil et nous en faisons un marqueur très important de notre société française avec, comme vous l'avez dit, un grand consensus. Je pense que c'est aussi représentatif de l'état d'esprit de notre nation qui est quand même assez libéral sur le plan des mœurs et il faut plutôt s'en féliciter. Oui, c'est vrai que il y avait cette idée qui a été développée de dire c'est pas la peine de réformer puisque le droit à l'IVG n'est pas remis en cause en France. Mais bon, c'était un argument qui tombe de soi-même, puisque il n'est pas remis en cause actuellement, mais on voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, dans certains autres pays, que ça peut être remis en cause à un moment ou à un autre. Et il y avait une autre critique, alors, sur laquelle j'aimerais bien avoir votre éclairage, qui était de dire la Constitution, ça ne doit pas être un catalogue de droits sociaux ou sociétaux. Je n'ai pas bien compris cet argument, mais vous le comprenez comment ça revient à dire, comme pour la parité, alors après, on va donner, on va faire une parité ou des quotas pour les groupes ethniques, pour les handicapés, etc. Donc c'est cette même idée. Mais moi, je pense qu'au-delà de ces objections, ce qui est intéressant, une fois encore, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause du principe de l'IVG, qui était encore remis en cause, par exemple, au moment, et avec quelle violence, au moment de toutes les manifestations pour le mariage pour tous. Contre le mariage pour tous. Donc ça me semble un socle qui est déjà véritablement acquis.
quelquefois avec des raisons de politiquement correct. Hein. On ose moins, et puis on a la famille derrière, on a des filles, on a une femme, etc. Bon, donc les hommes sont, surtout les hommes, hein, qui portent ces objections. Hein. Donc là, je crois que ce sont des arguments qui tombent de même. Après, on pourrait s'interroger parce qu'il y a un nombre d'avortements qui est quand même très élevé en France et peut-être que voilà, c'est pas non plus comme disait Simone Veil, je veux dire, une femme n'avorte jamais de gaieté de cœur, quoi. Enfin, elle parlait du fœtus aussi. Elle parlait aussi du fœtus. Oui. Et il y a aussi un débat sur le avec Pierre Palmade. Oui, absolument. Avec donc on voit, c'est un être vivant ou pas. Ça n'est plus contesté ouvertement, mais la question revient toujours par la bande. Et là, maintenant, si on redonne une personnalité ou des droits ou qu'on indemnise parce que le fœtus est mort au moment de cet accident, eh bien, on repose à nouveau la question. Jérôme, justement, il y avait, enfin, ce que disait Nathalie Posiaf, c'est-à-dire qu'il y a des sénateurs qui étaient contre au début et qui ont dit « Ah, ma famille, machin ». Et puis, il y a aussi l'opinion. Il y avait une très forte majorité, de l'opinion, 80% à peu près, qui était favorable à cette réforme. Donc ça influe évidemment sur le comportement des politiques, ça. Alors, ça peut influer, mais en matière, enfin, si on prend la question d'un point de vue plus d'économie publique, par exemple, moi, je me réfère toujours à mon maître Jean Bénard, qui avait ce concept ce néologisme de concernement. Alors, on comprend bien ce que ça veut dire, concernement. Et il parlait, il y a 3 niveaux. Voilà, ça me concerne ou pas, mais il y a 3 niveaux. Il y a le concernement individuel, le collectif et l'étatique. L'étatique, c'est l'État qui va... Bon, c'est le droit, finalement, l'État qui va donner la règle. Le collectif, c'est la notion d'intérêt général. Et l'individuel, c'est moi-même et la décision que je peux prendre. Et la question se posait aussi, par exemple, on avait souvent cet exemple du vaccin. Et on a un peu des points de comparaison, parce que le vaccin, on peut en décider pour soi, mais on décide aussi pour les autres. Et là, c'est encore plus large, puisqu'il y avait l'étendue, la protection due au vaccin qu'on pouvait donner à d'autres à partir du moment où on se faisait vacciner. Et donc là, à chaque fois, dans toute réflexion, il n'y a pas simplement le point de vue individuel, égoïste et même libéral de dire faites ce que vous voulez. Il y a aussi les conséquences et les interactions entre les individus, le fait qu'on est société, qu'on fait société. Moi, il y a un point qui me semble indiscutable. Le seul point que je dirais, de mon point de vue, qui me semble indiscutable, c'est dans le cas de viol. On ne peut pas imposer à une femme qui s'est fait violer, et encore pire à une adolescente ou préadolescente, de mettre au monde et d'assumer un enfant qu'elle n'a pas voulu. Après, pour le reste, je peux comprendre que ce ne soit pas aussi évident que ça pour certaines femmes qui... alors j'essaie d'aller voir me faire l'avocat du diable, et d'aller voir parfois les regrets, effectivement, mais ça aussi, il y a quelques associations qui essayent de dire aux jeunes filles, réfléchissez bien, parce que vous allez le regretter, et puis finalement, pour élever un enfant, il suffit d'avoir 2 pyjamas et ça va. Et donc là, je pense qu'il ne faut pas aller dans l'excès non plus, mais respecter simplement les convictions de chacun. Et pour terminer, sur le plan de la clause de conscience du médecin, je me disais, dans un sens, finalement, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Après tout, le médecin qui ne veut absolument pas, parce qu'il considère qu'il est plus là pour donner la vie que de la reprendre, a considéré que le fœtus soit à comparer à un humain, ça dépend à quel stade on est. Aux États-Unis, ceux qui acceptent vont très loin dans la tolérance. Quand c'est rien, ou c'est même pas un enfant qui pourrait être le fait d'un viol, ou c'est jusqu'à des semaines de grossesse presque à terme, enfin viable, le fœtus viable. Et donc le médecin pourrait se dire, finalement, je préfère me concentrer sur donner la vie, soigner, et cette activité me pose problème, je la laisse faire à d'autres. Après, c'est ce qui se passe. Mais si on va dans ce cas-là, c'est bon. Mais le fait de dire on l'imposerait et que certains refusent et que ce serait interprété comme une contestation de l'IVG, c'est aller un peu trop loin aussi. Je pense que voilà. Mais c'est pour ça que c'est important c'est complexe. De préciser qu'en effet, contrairement à ce qu'on a pu entendre, cette liberté garantie, ça ne crée pas un droit opposable. C'est ça. Oui, de toute façon, après, il y aura peut-être des décisions du Conseil constitutionnel. C'est la loi qui détermine les conditions et qui est la base d'un consensus aussi des assemblées. Donc, non, mais ce que vous dites, c'est très intéressant, ce niveau de concernement, les différents niveaux, parce que je fais, alors c'est pas un parallèle direct, vous ne voyez pas là une intention particulière, mais avec le débat qui va s'ouvrir sur la fin de vie. Oui. C'est-à-dire que... Oui, là aussi.
je pense qu'il y a un niveau de concernement social. Moi, j'y suis en tout cas très attachée aussi. C'est pas seulement peut-être un simple droit individuel, comme certains peuvent le réclamer, et qui serait de dire mon corps, mon choix, ma mort. Moi, je pense qu'effectivement, il faut prendre l'ensemble des implications sociétales que cela représente. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat. Je crois que c'est Régis Debray qui disait choisir sa mort, etc. Mais il disait la mort, c'est toujours la mort de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a en effet ce débat entre ce qui est individuel, ce qui concerne soi et ce qui concerne l'ensemble de la société. Proche, absolument. Et puis le collectif que nous formons, absolument. Hein, mais c'est un des avec la communauté des soignants, bien sûr. C'est un des grands problèmes de ce débat sur la fin de vie. Est-ce que c'est des décisions individuelles? Est-ce que c'est des décisions qui concernent l'ensemble de la société? C'est vrai que ça va être... C'est philosophiquement très intéressant. Absolument. Enfin, absolument. Sur ces débats, oui, après, il y a des discussions de constitutionnalistes, alors qu'ils disaient, par exemple, oui, maintenant, cette liberté garantie, elle est constitutionnelle. La liberté de conscience, elle est de l'ordre de la loi légale. Alors, est-ce qu'il y a une... Oui, c'est un des arguments. On a opposé cette liberté garantie par la Constitution, par la Constitution de l'IVG aux autres libertés, donc, dont la liberté d'expression. Voilà. Mais tout ça nous renvoie à la loi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu quelquefois un petit peu de mauvaise foi. On a dit, bon, de toute façon, c'est dans la Constitution, mais puisque c'est la loi qui organise et qui met en œuvre, la loi pourra bien dire maintenant, ça ne sera plus à 14 semaines, ça va revenir à 12 semaines, etc. Or, à mon avis, il y a ce qu'on a appelé un effet de cliquet, c'est-à-dire que la loi pourra modifier, mais ça ne pourra jamais être, j'allais dire, dans le mauvais sens. Ça ne pourra pas être un retour en arrière. Ceci dit, ça reste un des arguments qui est opposé en disant, bon, finalement, c'est la loi qui organise, et puis pour le moment, il y a tout ce que nous a dit Aurore Berger tout à l'heure, la fermeture des centres qui font l'IVG, etc., le manque de médecins, qui renvoie... Oui, après, il faut l'appliquer. Voilà, la question de l'application de la loi. Réel, et ça, c'est très important de rester vigilant sur le nombre de centres qui restent ouverts et de ne pas se retrouver dans une situation, là encore, comme aux États-Unis, où il y a par manque de médecins, de centres, des États qui ne pratiquent quasiment plus l'IVG, où les patientes sont obligées de se rendre dans un État voisin, même s'il n'y a pas d'interdiction formelle. Donc il faut rester absolument vigilant et s'assurer que les moyens du planning familial et toutes ces ressources-là sont bien là. Absolument. Après, alors sur un plan plus politique, là aussi on constate, je crois que un assez grand nombre de députés RN, d'élus RN, de députés, oui, parce qu'il y a plus de députés que de sénateurs, ont voté, ont été plutôt favorables, bien qu'il y ait pas mal d'abstentions et de votes contre. Mais là aussi, il y a évolution, parce que 2002, Jean-Marie Le Pen veut la suppression du droit à l'IVG. 2017, je crois, Marine Le Pen, le non-remboursement. Oui, et là, maintenant, c'est pareil. Oui. C'est un parti comme ça qui accepte. C'est un parti qui est. On ne sait pas très bien ce qu'il pense. Absolument à apparaître un parti normal et qui avance un peu par voie de dissimulation. C'est-à-dire qu'il veut donner un autre visage. Et ce que l'on peut craindre, c'est que derrière, les fondamentaux restent. Oui, voilà. Et effectivement, ils se sont opposés à l'IVG. Ils ont. C'était le Front National à ce moment-là, et même lors de la manif pour tous, on sait très bien de quel côté il se situait. Ensuite, des remboursements effectivement de l'IVG prônés par Marine Le Pen, ce n'était pas il y a si longtemps. Et là, on voit bien que, et c'est pour d'autres choses aussi, comme par rapport à la Russie, tout d'un coup, on prend le parti de l'Ukraine, mais là, on prend le parti de ne pas faire trop de bruit là-dessus, c'est tout. Ils avancent à pas, je dirais, masquer. Et on le voit bien dans les résultats quand même, il y a énormément d'abstention. Ils se sont essentiellement abstenus. Oui, dans le vote, oui. Oui, ça serait très intéressant. Ils ont conscience de l'opinion et c'est un parti populiste. En fonction
de leur électorat. Ils s'adaptent. De leur électorat. Ils sont opportunistes, en fait. Oui, mais c'est vrai que l'opinion a beaucoup joué. Un petit mot, alors, on va peut-être entendre William Martinet, député LFI, alors qu'il regrette, comme les LFI, qu'ils n'aient pas été cités dans la jeunesse de cette réforme. Mon vote sera pour, je suis très content de le faire. Je suis très content que ma présidente de groupe parlementaire, Mathilde Panot, ait déposé il y a quelques mois une proposition de loi constitutionnelle qui ait finalement initié ce cycle qui aboutit jusqu'à aujourd'hui au vote au Congrès d'une révision constitutionnelle. Voilà, mon groupe, Les Insoumis, cela fait maintenant depuis 2012 que nous défendons l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution et enfin nous avons réussi aujourd'hui. C'est vraiment un très beau moment. Ouais, tout le monde tire la couverture à soi, comme si ça s'était sorti comme ça d'un chapeau, alors que ça vient des luttes féministes, c'est-à-dire absolument dès avant la loi Veil. Absolument, absolument, oui, ça vient de loin. Quand vous parliez de femmes violées, c'était le procès qu'avait défendu Gisèle Halimi, c'était ce cas-là. C'est vrai qu'après, oui, chacun peut revendiquer une victoire, voilà. Non, il y a eu 2 propositions de loi, je crois que celle de Aurore Berger était la première. Ça remet pas en cause, je veux dire, le fait qu'il y ait eu ce consensus. Ouais. Je crois qu'il faut s'attacher à ça et pas forcément aux petites remarques. Ouais. Et voilà, il y a eu quand même. C'est autre chose qu'une victoire politicienne. Il y a eu quand même le fait que ça devienne un projet de loi, ça veut dire que ça a été repris par l'exécutif. Donc il y a eu une volonté du président aussi de l'inscrire à l'agenda et de son gouvernement. Donc, s'il n'y a pas de volonté présidentielle, il ne peut pas y avoir de réforme. Il ne peut pas y avoir de projet de loi constitutionnel. Il faut que ce soit un projet de loi et pas seulement une proposition de loi. Donc, bien sûr. Alors, il y a eu un engagement quand même, je dirais, très fort. On va passer à un autre sujet. J'aborde parce que vous le connaissez très bien, c'est celui de l'Ukraine. On sent une tension qui monte de chaque côté. Alors, il y a eu la parole d'Emmanuel Macron qui évoquait le fait que nous ferons tout ce qui est possible pour que la Russie ne puisse pas gagner la guerre et qui a évoqué la possibilité d'envoi de troupes à un moment. Enfin, c'est très intéressant de dire les réactions qui ont eu lieu après cette déclaration. On avait l'impression que on était revenu aux gens où il y avait faisaient des services militaires où on allait pouvoir appeler la population. Mais non, on a une armée de métier quand même. Faut rappeler ça, oui. Tout à fait. Donc, quand on dit troupes au sol, en fait, quand le président a énoncé ces mots-là, en fait, il répondait à une question, et la question de la journaliste, c'était est-ce qu'on va envoyer des troupes au sol? En fait, il ne faut pas le prendre au terme forcément premier de combattants, parce que nous pouvons envoyer effectivement des experts en déminage, des civils pour consolider l'industrie de défense ukrainienne. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Mais effectivement, le mot troupe, c'est ce qui a fait causer ce trouble, n'est pas forcément envoi de forces combattantes, mais également il faut éloigner, écarter ça, parce que j'ai entendu des propos de l'opposition qui disaient moi je veux pas aller au front, mais en fait il n'y a pas du tout l'idée de mobilisation. Nous avons une armée professionnelle, et ce que en revanche le président a clairement posé, il a dit voilà, j'assume le fait que tout peut être envisagé, rien n'est à exclure. Et je crois que ça c'est un message qui était donné à Poutine, puisque Poutine, je dirais, mène une escalade d'attaques, non seulement en Ukraine, de menaces sur la Moldavie, mais aussi en Europe. Moi, j'étais quand même outrée que la première ministre d'Estonie, Kaja Kallas, fasse l'objet d'un mandat lancé contre elle par la Russie. C'est une première ministre européenne. Le fait qu'un pilote déserteur russe qui était passé par l'Ukraine et qui était caché en Espagne ait été assassiné par les services russes en Espagne. C'est le territoire européen. Il faut rappeler aussi l'affaire Skripal en Grande-Bretagne et autres. Et dans le domaine virtuel, il y a une montée des cyberattaques, de la lutte informationnelle. Donc cette montée de l'agressivité russe sur le propre sol européen, on ne peut pas y rester indifférent.
il y a une alerte à faire aux populations, je pense, pour déjà se prémunir de l'influence sur les réseaux, des ingérences possibles au moment des élections. Ça, hein, des informations, aux fake news. Enfin. Absolument. On voit bien sur les réseaux sociaux, on voit bien les canaux, on voit bien que c'était parfois lié à des antivax, plutôt des gens d'extrême droite. Donc on sent bien qu'il y a une communauté qui est prête à influencer et qui a vraisemblablement agi lors des manifestations des agriculteurs aussi. L'idée pour la Russie, c'est de déstabiliser nos démocraties européennes. Et il ne faut pas penser que c'est seulement une guerre territoriale où je reprends un petit bout d'Ukraine et j'occupe fermement la Crimée. C'est une guerre idéologique. Une guerre idéologique. Et d'ailleurs, Poutine l'a déjà dit. Enfin, je veux dire, si on relit les textes, voilà, c'est très clair. Hein, absolument. Ouais. En réécrivant l'histoire, en faisant effectivement de la nation russe celle qui a libéré le continent européen du nazisme, en voulant dénazifier l'Ukraine. Tout ça, ça participe d'un discours qui est, c'est nous qui représentons le modèle sécuritaire, démocratique. Alors, bon, en parlant du modèle russe, du régime du Kremlin, alors ceux qui veulent le croire ne connaissent peut-être pas la chance qu'ils ont de vivre en France, dans d'autres pays d'Europe, où on a des libertés d'expression, des libertés, l'indépendance des juges. Voilà. Il n'y a qu'à voir la réalité du régime Mais en Russie. Il y a cette idée-là qui est devenue assez forte dans toute l'Europe, peut-être par crainte de l'arrivée de Trump au pouvoir, qu'il fallait tout faire maintenant pour que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. Oui. C'était peut-être moins dit il y a encore quelques mois. Non, je pense que tout le monde, enfin les dirigeants occidentaux s'entendaient sur il faut une Ukraine victorieuse. Et même dans les milieux concernés, on parlait bien de défaite militaire ou de défaite stratégique de la Russie. Ça ne veut pas dire que l'on va s'engager, nous, dans une guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et qu'il n'est pas envisagé une capitulation du régime jusqu'à, voilà, avec des troupes qui iraient jusqu'à Moscou. C'est pas du tout ça. C'est que la Russie ne doit pas, on ne doit pas lui donner l'occasion de remporter une victoire parce que ça signifierait au régime du Kremlin qu'ils ont le champ libre pour pousser plus loin, puisqu'il faut prendre les faits historiques. Depuis l'invasion de la Géorgie, l'annexion d'une partie de son territoire, la succession de déstabilisations qui a été menée, Transnistrie, 2014, la Crimée, et on voit bien que si on ne répond pas par la fermeté, et si, alors on a mis en place des sanctions, mais si on ne répond pas par un dialogue qui est ferme en disant nous ne laisserons pas faire, nous ne laisserons pas passer, eh bien il continue jusqu'à... Et puis il y a peut-être cette idée que si jamais il y avait une victoire de la Russie, c'est aussi un coup mortel pour l'Europe. Il y a cette prise de conscience là. Oui, parce que sinon c'est un signe non seulement de faiblesse, mais ça veut dire que c'est la force qui l'emporte, et en dépit du droit international. Et ça donne une image, si vous voulez, de l'ordre mondial qui serait régi seulement par la force, et cela peut encourager d'autres pays. Bon, il y a ce Sud global où tous les pays ne sont pas des dictatures, bien sûr, loin de là, mais où certains peuvent en tirer profit en disant, voilà, le modèle que nous voulons adopter et celui qui fonctionne, finalement, ce n'est pas la démocratie, parce que les démocraties sont décadentes, les démocraties sont justement trop libérales, et nous privilégions ce modèle, et c'est par la force qu'on l'impose. Donc il faut voir aussi la répercussion au niveau du bouleversement potentiel de l'ordre mondial, où le droit international n'est plus respecté. Et on a suffisamment, effectivement, de conflits potentiels sur la planète et de tensions pour défendre nos valeurs, bien sûr, nos populations. Et je crois que c'est un enjeu aussi que le président voulait marquer dans l'esprit des Français à l'approche des élections européennes. C'est que
on n'est pas là seulement pour faire du commerce. La principale garantie que l'on doit amener à nos peuples, c'est la sécurité et la protection de nos valeurs, justement. Et de nos valeurs, absolument. Ouais. De et de la démocratie. De la démocratie. Sur ce sujet, Véronique ? Sur la stratégie, peut-être que ce qui a été le plus, je crois, reproché, c'est la forme, c'est pas vraiment le fond. Tout le monde est assez conscient de la nécessité. Mais sur la forme, et j'ai trouvé assez... Alors, comme toujours, François Hollande, fidèle à l'image qu'on a de lui, quand il est sorti de son rendez-vous avec le président. Je n'osais pas dire sorti de l'Élysée, parce que ce serait méchant. Non, mais là, il en sortait vraiment. Mais cette pique qu'il a envoyée en disant, finalement, la stratégie, ça se fait pas au grand jour. La guerre, ça se fait pas au grand jour. C'est ce qu'il a dit, si on l'écoute bien. Et il a eu l'air de dire que il aurait mieux valu... Alors, soit il a raison et... le président Macron est allé un peu trop loin dans le voile qu'il a levé sur sa stratégie, soit il en est réduit à cela parce que personne ne semblait véritablement conscient d'eux, et c'est une façon de faire réagir. Il n'y avait rien de réel au sens strict du terme, et c'était peut-être de la stratégie, mais pas celle que pense François Hollande. C'est pas de la tactique, c'est de la stratégie au sens inciter... De mobilisation des autres pays européens. Il y a ce côté-là, je pense. Non, mais moi, je crois pas. Je pense que c'est quand même assumé. Mis à part le mot troupe au sol, qui était effectivement, voilà, ça a été sorti du contexte. C'était réponse à une question qui mentionnait ce terme-là. Mais mis à part ça, il assume le fait qu'on puisse envoyer éventuellement du soutien. Il l'a redit à Prague. Et il a redit à Prague que rien n'est à exclure parce que tous les scénarios doivent être envisagés. Et je peux vous dire, puisque j'étais à une conférence de la politique de sécurité et de défense commune, donc entre Européens et même dans un format élargi, je peux vous dire que l'écho est très très positif. Alors bien sûr, surtout des pays sur le flanc Est, mais c'est très très bien perçu par les capitales européennes. Et on voit bien qu'il y a un basculement. Alors les journalistes, les médias sont peut-être un peu en décalage, mais je peux vous dire que les déclarations qui disent oui, il ne faut rien exclure, cette déclaration-là, elle fait quand même un grand assentiment. Ça ne le fera pas en Allemagne, ça je suis tout à fait d'accord, du fait historique. L'Allemagne, du fait de la Seconde Guerre mondiale, s'est ancrée dans une doctrine pacifiste qui est notamment menée par le SPD, c'est-à-dire le premier parti de la coalition et du chancelier Scholz. Et donc ça, on ne peut pas attendre un autre discours. Un gouvernement qui n'est pas très brillant d'ailleurs. Un autre discours de la part de l'Allemagne. Mais je peux vous dire que ça fait un assentiment. Et si vous voyez dans sa conférence de presse, avant qu'il réponde aux questions, si vous reprenez les 5 points de consensus que le président avait énoncés, dans les 5 points de consensus, il y avait bien une aide à apporter à l'Ukraine sous forme d'expertise, des minages, tout ça, tout est dit, et c'est dans les 5 points de consensus, donc des participants qui étaient là. Donc je pense qu'ils en ont discuté entre eux. Quand on dit nous allons soutenir, nous allons coproduire, c'est le mot du consensus, coproduction d'armement en Ukraine. Pensez bien que ça ne se fait pas tout seul. Il faut envoyer des industriels. Donc, oui, parce qu'on était parfois surpris. Voilà, c'était dans les points de consensus. C'était sorti du chapeau, quoi. Après, la forme, voilà, dans la réponse était peut-être un peu inattendue. Ça a provoqué le choc auprès de effectivement des partenaires. Mais sur le fond, c'est qu'il faut être ferme et que c'est un élément, c'est du signalement stratégique, comme on dit. Et ça fait partie d'une dissuasion. Et la dissuasion, ça se montre, ça se démontre. Alors, si je fais le parallèle avec la dissuasion nucléaire, tous les ans, vous avez des essais de nos forces nucléaires qui sont là pour démontrer que notre force est crédible. Et de déclarer au monde une position aussi ferme, c'est dans le but de prévenir l'adversaire que nous n'hésiterons pas à répondre si nous sommes attaqués. D'ailleurs, François Hollande dit aussi Poutine ne comprend que le rapport de force. Oui, il dit aussi que c'est un menteur. Donc, oui, il y a deux volets dans cette affirmation. Bon, un message envoyé à Poutine et
Macron ne pouvait pas dire bah oui, on va continuer, avoir simplement des paroles verbales, comme on dit. Donc de ce côté-là, il a aussi entraîné un effet quand même contre-productif, parce que cet assentiment des autres pays européens, il n'était pas là au départ, et Poutine s'est engouffré dans la brèche pour dire ben voilà, le bazar que je souhaite, il arrive en Europe. Hein. Mais il y avait le deuxième volet, qui est quand même, qu'il ne faut pas négliger, qui est quand même la perspective des élections européennes. Et c'est aussi un moyen de taper sur le Rassemblement national en le renvoyant à son... qui était le premier à défendre Poutine, au fond, à l'Assemblée. À ses sympathies pour Poutine. Donc peut-être que ça... C'était une phrase choc, hein, et qui va peut-être à moyen ou long terme entraîner cette mobilisation que vous voyez se dessiner, mais mobilisation militaire. Non, mobilisation. Voilà, pas mobilisation. Parce que oui, non. De la même façon que Macron. J'étais très surpris. C'est pour ça que je disais Hervé de Bétier, parce que j'étais quand même très surpris des réactions des oui, c'est basique des oppositions quand il y a oui, je veux pas aller au front. Non, c'est complètement ridicule et j'espère que les Français se rendent compte qu'il ne s'agit pas de mobiliser la jeunesse pour l'envoyer au front. Ce n'est en aucunement ça, c'est de la fermeté parce qu'on ne veut pas se laisser attaquer sans rien faire, parce que certains diront oui, c'est comme la situation avant Munich en 1938, bon, mais ça peut être plutôt aussi la Première Guerre mondiale. S'il n'y a pas d'unité en Europe, on ne pourra pas faire front, et je crois que... D'autant qu'il y a le risque de Trump. Nous, notre rôle en tant que politique, et effectivement face à une Amérique qui sera moins en soutien, peut-être dans les quelques mois, quelques années à venir, l'enjeu, c'est aussi... pour nous, politiques, de préparer nos populations à dire « Attention, la situation, elle est grave ». Et pourquoi ? Parce que ça a un impact sur la vie au quotidien des gens. Quand on parle des élections européennes, on voit bien que dans les premières préoccupations, ça reste le pouvoir d'achat. Et on peut le comprendre. Oui, mais pourquoi notre pouvoir d'achat pourquoi notre pouvoir d'achat est entamé alors qu'on était sur une rampe quand même de croissance qui était fantastique, surtout en France, de reprise après le Covid, eh bien parce qu'on a eu cette crise énergétique, tout ça, ça a un impact dans la vie des gens. Donc on ne peut pas, ne pas éclairer aussi la population française sur le fait que tout ça, ça se passe moins, alors ça se passe moins, donc il n'y a pas de répercussions sur notre vie. Non, au contraire, il y a des répercussions sur notre vie, et je pense que ce qu'il cherchait plus, c'est pas par rapport seulement à une pure opposition, je dirais, politicienne face au RN, c'est parce qu'on s'est engagé aussi à donner 3 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine. Il faut que la population puisse saisir l'importance. Si on ne met pas ces 3 milliards maintenant, si on ne porte pas un coup... trop tard, si l'Ukraine ne veut pas porter un coup important, la guerre va durer, et nous en paierons chaque jour les conséquences, et le coût sera beaucoup plus élevé, en fait, pour tout le monde, pour tous les citoyens en Europe. Donc, il y a différents niveaux de lecture, je suis d'accord avec vous, tout à fait, mais il faut saisir, je pense, l'énormité des l'urgence. Je pense l'urgence. Et l'urgence. C'est pour ça qu'il a tapé si fort. Là, il faudra peut-être, juste un mot, là, il faudra peut-être rassurer rapidement, c'est sur la capacité à produire absolument. Et ça va être d'autant plus dur à faire passer que les électeurs, les agents, les consommateurs entendent restrictions budgétaires. Donc, quand on commence à toucher au budget, ils vont se poser la question de savoir comment on va résoudre cette équation, qui est quand même assez compliquée. Et il y a une autre dimension qui est la dimension temporelle, parce que je pense que j'ai entendu dire un deuxième porte-avions, ce serait idéal, mais ça se fait pas en 3 mois. Donc il y a un délai d'ajustement, il y a un phénomène d'hystérèse, et au moment où on décrète des productions supplémentaires, on les met en œuvre, mais il faut déjà le financement, et ensuite il faut le temps long
pour arriver à ce que le marché reçoive les produits. On raccourcit heureusement les délais. Mais vous avez raison. Il y a 3 ans. Oui. Vous avez raison. Si, on a commencé quand même. On a voté la loi de programmation militaire en mettant plusieurs milliards justement sur une production accrue de munitions pour refaire nos stocks déjà, et puis pour en donner plus à l'Ukraine. Là, on a triplé la production de munitions, donc triplé la cadence mensuelle. La limitation, bien sûr, parce que les Français ne comprennent pas toujours, mais il faut mettre à hauteur un appareil industriel, bien sûr, mais c'est surtout qu'il faut avoir les approvisionnements stratégiques. Et il nous manque de la poudre, donc on a dû sécuriser, ça fait déjà plus d'1 an, des approvisionnements en Australie. Vous vous rendez compte, donc tout ça, ça se met dans la chaîne de valeur, ça prend du temps. Et puis sur les munitions, donc maintenant on a une bonne cadence, mais par rapport aux besoins de l'Ukraine, voilà, il faut que l'on mutualise. Et donc c'est pour ça que le président a dit aussi qu'il soutenait la proposition du président tchèque d'aller sourcer toutes ces munitions dans les pays qui en ont, y compris des pays tiers en dehors de l'Europe, pour pouvoir fournir au plus vite plus de munitions. Donc on les achète sur étagère, on en produit plus chez nous. Et puis pour des missiles, des armes plus sophistiquées, ça prendra toujours... Enfin, fabriquer un missile en moins de 18 mois, ça paraît difficile. Mais on a, je peux vous dire, multiplié les cadences. Et il y a des engagements fermes auprès de nos industriels. Et il faut savoir que dans ces 3 milliards qu'on veut allouer pour soutenir l'Ukraine, en fait, ça va bénéficier à notre industrie, bien sûr, puisque c'est de l'argent qui va aller à la production d'armement aussi en France. Et pour terminer, nous soutenons aussi la proposition de la première ministre estonienne que l'Europe lève un financement de 100 milliards pour l'effort de guerre. Oui. Donc on va avoir une convergence de financement, et en ce moment le processus industriel, je pense, est en train de monter parce que les industriels voient bien qu'il y a des engagements qui arrivent. On ne pourra pas échapper à ces besoins. Mais je vous l'accorde, c'est pour ça que les mots du président étaient forts, c'est parce que c'est très compliqué d'expliquer aux Français qu'on fait un tel effort de guerre et en même temps que l'on va passer au rabot certaines dépenses. Et là, il faut que nous soyons honnêtes vis-à-vis des Français. Il faut de la transparence. Et exactement. Et l'un est lié à l'autre parce que, comme on a dû revoir les prévisions de croissance à la baisse, eh bien, et que notre dette nous expose, on ne peut pas craindre la faillite non plus de nos économies. Et le lien entre les aspects sécuritaires et l'exposition à la dette et la résilience de nos économies, il est clair. Il est clair. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Il y avait 2 sujets possibles. On pourrait faire les élections européennes qui sont liées à ce qu'on vient de dire, ou alors peut-être la dette dont vous parliez. De quoi vous préférez parler? Les élections européennes étaient intéressantes. Les élections européennes, ce qui est intéressant, Armelle Lebrun-Chauvard, c'est vrai qu'il y a toujours 2 tendances. C'est soit d'en faire une élection nationale, soit de parler de l'Europe. Et c'est vrai que j'ai regardé les candidats en 79, il y avait Mitterrand, Chirac, Marché, qui était tête de liste. C'était intéressant. Après, il y a eu Giscard et Fabius. Enfin, on voyait bien que c'était d'ailleurs des gens qui, dès qu'ils étaient élus au Parlement européen, ils s'empressaient de démissionner. Oui. Il y a une évolution dans les élections européennes. C'était les mal-aimés au départ. Oui, voilà. On mettait ceux qui n'avaient pas pu être élus au suffrage universel. Ou dont on voulait se débarrasser. Et c'est ce qui explique aussi que les élections au Parlement européen, c'est là où il y avait proportionnellement le plus de femmes, parce que là aussi, elle y allait. C'était un scrutin de liste. Donc Et puis les choses se sont modifiées petit à petit. Les élections européennes ont pris de plus en plus d'importance, à la fois pour les partis politiques, mais aussi sur le fond, sur la question vraiment européenne. Et c'est devenu, effectivement, ça peut devenir un tremplin ou une étape par rapport aux élections nationales, et en particulier à l'élection présidentielle. Ce qui fait que les campagnes elles-mêmes pour les élections européennes, dans les différents partis, ont pris une tournure différente. Et c'est beaucoup plus personnalisé, comme une élection présidentielle. Et là, on va le voir pour les prochaines élections européennes, où déjà le projecteur est mis sur Bardella, Valérie Hayé, alors. Et maintenant, peut-être Valérie Hayé qui va, elle aussi, se construire
Oui, Valérie Hayé, de toute façon, elle est qui connaît très bien l'Europe, reconnue, alors, pour le coup. voilà, connue et très reconnue au niveau européen. Elle a la capacité de défendre son bilan. Elle a été la première députée française dont le travail a été reconnu. Il y a un classement, alors c'est la première. Ah oui, voilà. Dans Donc, le classement, oui. Non, dans le classement européen. La première députée française. Non, c'est la première dans le classement de l'énergie mise du travail. Oui, alors que le Rassemblement national est généralement. Et voilà. Donc déjà, je pense que ça lui donne un acquis par rapport au Rassemblement national qui n'a rien voté, qui est... Alors, il paraît que Bardella est plus présent maintenant depuis quelques semaines ou quelques jours au Parlement européen, mais en fait, ils ont brillé par leur absence. Donc, pourquoi voter, ça, si j'en appelle aux Français, pourquoi voter pour un parti aux européennes alors qu'il ne travaille pas, qu'il ne représente pas la France au Parlement européen et que son objectif c'est de détricoter aussi l'Europe, mais en fait ils n'ont pas travaillé. Donc ça c'est déjà une première chose qu'on peut leur opposer. Regarder les votes qu'ils font, par exemple, on parlait de la Russie tout à l'heure, mais ils ont refusé par exemple les motions de soutien à Navalny. Absolument, les sanctions aussi contre la Russie. C'est intéressant de voir aussi. Et ils n'ont pas été force de proposition non plus. C'est la même chose pour la PAC, la politique agricole commune, pour tous les sujets qui concernent de près ou de loin les Français. Donc c'est pas forcément, je pense, la meilleure option. Mais moi j'en reviens pour être très très clair à ce que je dis. Ce qu'il faut communiquer aux Français, c'est que on a besoin de sécurité, de stabilité, avec un véritable leadership. On ne peut pas envoyer n'importe qui, de prospérité, tout ça c'est lié. Et bien sûr, voilà, notre slogan c'est « On a besoin d'Europe ». Sur ce sujet, sur justement les motivations, parce que vous avez l'impression peut-être qu'on fait trop du Rassemblement national le fer de lance de cette élection. Disons que ça revient à nationaliser le scrutin. Oui. Et c'est pas faux, mais moi j'y vois un risque, et notamment pour la majorité présidentielle, parce que généralement quand on regarde, alors on a regardé les élections depuis 79, mais un seul critère pour expliquer un comportement c'est un peu trop réduit. Donc, mais il y a quand même un élément qui peut expliquer les choses, et dans le vote des électeurs peut être pris en compte la popularité du président de la République comme étant un indicateur de la satisfaction du bilan national, du bilan de ceux qui sont aux affaires. Et pendant un temps, on entendait dire, finalement, si je n'y arrive pas, c'est à cause de l'Europe. Donc l'Europe était un peu le prétexte. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais le problème, c'est que elle tombe. Il faut regarder quand tombent ces élections, et elles tombent au milieu du mandat présidentiel. Donc ce sont des élections intermédiaires. Enfin, non, on ne peut pas dire mi-terme parce que c'est pas la même chose. Non, mais ce sont des élections intermédiaires. Toutes choses étant égales, voilà, je veux dire. C'est la première élection au fond depuis les législatives où des gens expriment leur mécontentement. Où d'ailleurs, les écologistes généralement font des très bons scores dans ces élections. Alors, il y a deux mouvements. Oui, il y a le mécontentement. Il y a aussi ceux qui parle de l'Europe qui s'en sortent pas si mal. Cohn-Bendit, par exemple, quand il a fait une campagne très européenne, a fait le meilleur score des écolos. Nous, ce qui nous intéresse surtout, souvent, quand on regarde un peu, quand on modélise, c'est le sortant. Donc là, on peut dire le sortant, c'est la majorité présidentielle au pouvoir. Et c'est, je dirais, c'est peut-être ceux qui craignent le plus, qui ont le plus à prendre de coups, parce que forcément, l'électeur, il va dire son mécontentement. Parce que il va envoyer un signal. Mais là où c'est intéressant, c'est que le signal, il l'envoie en 2024, dans la perspective de 2027. Donc si le signal est bien compris, il est encore temps de redresser la barre et de sentir ce qui est demandé, parce que dans le besoin d'Europe, au départ en 79, les électeurs participaient à 61% de participation, parce qu'il y avait un espoir. Voilà, il y a un espoir d'Europe. Aujourd'hui, c'est pas l'espoir qui fait déplacer les foules pour aller voter, c'est la crainte. Et s'ajoute le contexte de guerre qui rajoute encore. Donc je pense que, alors je ne veux pas faire de prévision comme ça parce que ça ne donnerait rien, mais si la participation est forte, elle le sera pour cet aspect-là, parce qu'on a quand même une crainte et on sent le besoin d'une réalité européenne. Et puis il y a aussi peut-être l'électeur qui est en asymétrie du blâme, c'est-à-dire que celui qui se déplace, il se déplace plus quand il a envie de revendiquer, de dire ça va mal, que celui qui est satisfait, qui se dit finalement s'il fait beau le jour des élections, il va se dire d'autres voteront pour moi. Donc là, mais je pense qu'il y a un vrai risque, c'est que
cette élection soit instrumentalisée, en particulier en France, parce qu'elle est vraiment à mi-mandat. Oui, soit prise pour autre chose. Et ce qui est dommage, parce que c'est quand même l'occasion unique de parler de l'Europe, de répondre d'ailleurs à tous les fakes qu'on raconte sur l'Europe, avec je sais pas quoi. Là. Mais il faut parler à l'électeur. C'est pour ça que l'on veut parler des grands chantiers aussi européens. Il a besoin de résultats. Et d'essayer de voir comment on va pouvoir... je dirais, rapprocher les exigences environnementales auxquelles nous sommes attachés avec la réalité des besoins revendiqués par nos agriculteurs. Non, il faut qu'on se projette dans les grands chantiers, je suis tout à fait d'accord avec vous, et il faut qu'on arrive à mobiliser un électorat qui a peut-être un peu perdu de vue ces grands enjeux européens et ne pas faire qu'une campagne nationale. Je suis d'accord avec vous, madame. Ça ferait du bien de parler de l'Europe. Oui. Et bon, on en parlera le prochain numéro. Merci infiniment à toutes les trois et bon 8 mars à tout le monde, mais aux hommes aussi, non? Vous n'êtes pas exclus. Absolument. L'exclusion, c'est votre fête, c'est pas le nôtre. Absolument. Vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.